Bonjour ou rebonjour à tous pour la suite de cette nouvelle FAQ qui vient célébrer le franchissement du cap des 7000 abonnés. Comme je l'ai dit la fois précédente, j'ai préféré couper la vidéo en deux afin de mieux pouvoir répondre à chaque personne qui a pris la peine de participer, chose que je ne pourrais pas faire si j'avais 10 ou 100 fois plus d'abonnés, bien entendu. Je reprends donc la suite des questions que l'on m'a posées avec une question d'Olive MMA. Qu'est-ce que vous a coûté la philosophie? Désenchantement, cynisme? Et quel remède? Si ce n'est que du bonheur, tant mieux. Eh bien, cette question-là n'est pas évidente car elle me demande de faire appel à une grande introspection car je n'avais même pas 17 ans quand j'ai découvert la philosophie et je dirais qu'elle m'a fait évoluer en profondeur de manière lente au fur et à mesure des années. En réalité, la philosophie m'a beaucoup coûté dans le sens où elle m'a demandé des sacrifices, du temps, de l'énergie et surtout un calvaire long de plusieurs années pour pouvoir enfin gagner ma vie grâce à celle-ci en devenant professeur de philosophie titulaire à temps plein. Je dirais que le sacrifice que la philosophie m'a amené à faire, il est là. Elle a exigé que je me consacre corps et âme à elle si je voulais avoir une chance de survivre sans rompre avec elle. D'ailleurs, c'est marrant, on dirait que je suis en train de parler d'une femme, mais il y a un peu de ça. J'ai donc bien évidemment laissé tomber certains divertissements de façon partielle, et j'ai délaissé de façon quasi définitive le théâtre, qui était une passion importante dans ma vie à une époque. Mais curieusement, ça ne m'a pas trop coûté, car je crois que j'étais passé à autre chose à ce moment-là. Maintenant, c'est sûr que décider de consacrer sa vie à la philosophie et à son enseignement, ce n'est pas banal. La seule alternative qui s'offrait à moi, c'était le droit. Et d'ailleurs, mon père aurait bien voulu que je fasse ça, mais j'ai préféré suivre mon instinct. On sait forcément qu'on sera jamais riche, qu'on aura droit en prime à une dose de mépris ou d'incompréhension de la part des abrutis qui ne comprennent rien au travail des profs. Mais bon, ce n'est pas fondamentalement très grave. Maintenant, pour ce qui est du regard sur le monde qui serait désenchanté ou cynique à cause de la philosophie, je dirais que c'est une question de tempérament, de caractère au départ, car quand j'avais 15 ans, donc avant de lire la moindre ligne de philosophie, et d'ailleurs même avant ça j'ai jamais été un joyeux luron, j'ai eu un soir, en rentrant du lycée, une espèce de révélation de l'absurdité du monde dans lequel je vivais, et je me suis même demandé à quoi bon tout ça. Bon, j'avais que 15 ans, hein, donc me concernant, la philosophie n'a fait que me permettre de nourrir mes intuitions et de me permettre de les prolonger même. Là où il y a un risque au niveau social, en revanche, c'est qu'il faut parfois s'efforcer de rester humble, même quand on entend des choses qui nous paraissent être des âneries ou des sophismes. Ça ne veut pas dire que se spécialiser en philosophie donne nécessairement une sorte de science infuse. Hein, les profs de philo qui disent parfois des choses un peu exagérées, il y en a. Hein. Mais disons qu'on détecte plus rapidement certains vices de raisonnement et qu'on a des outils et des concepts qui permettent parfois de mieux cerner certaines situations. J'en discutais une fois avec mon ancien professeur et mentor de fac, et il me disait qu'au plus on se spécialisait en philosophie, au plus on en arrivait à s'isoler d'une certaine manière. Mais bon, honnêtement, pour ma part, la philosophie m'a presque tout apporté. Elle a donné un semblant de sens à mon existence, elle m'a permis de rencontrer certains amis précieux, ma femme, et à l'arrivée, elle m'a même permis d'avoir un travail. Donc, me concernant, la philosophie m'a apporté quasiment que du bénéfice ou du bonheur, et la souffrance engendrée n'était que passagère, même si elle m'a marqué. J'aurais du mal à l'exprimer avec de simples mots, mais il y a quelque chose de profondément beau et inspirant dans la philosophie qui m'aide à me lever chaque matin. D'ailleurs, quelque part, la contrepartie, c'est que je n'arrive jamais à comprendre les gens qui n'en ont strictement rien à foutre ou qui y sont hermétiques. Je suppose qu'ils doivent trouver d'autres choses épanouissantes à faire, mais j'avoue qu'en dehors de l'art, et encore pas toutes les formes d'art, rien à mes yeux ne semble aussi digne et grand que la philosophie. Bref, j'ai gagné en singularité ce que j'ai perdu en capacité de compréhension humaine au cas par cas. Pas en général, au contraire, mais au cas par cas, je vous avoue que j'ai peut-être un peu perdu à ce niveau-là. Peut-être, mais je ne m'en porte pas spécialement mal, bien au contraire. Et évidemment, à la fin, ce n'est que du bonheur. Ensuite,
une question de Covin Plaisir. Pourquoi généralement les channels YouTube consacrés à la philosophie ne parlent pas de philosophes africains ou asiatiques? Eh bien, pour une raison extrêmement simple, c'est que ce sont des chaînes de philosophie française, et lorsque l'on étudie la philosophie dans sa vie, on passe toujours par un cadre scolaire, puis universitaire, pour ceux qui se spécialisent là-dedans, et l'étude des auteurs asiatiques comme Lao Tse ou Confucius, par exemple, ou arabes comme Averroès et Avicenne, n'y est pas dispensée. À la limite, si on a la chance de rencontrer un professeur d'université qui connaît les auteurs arabes que j'ai indiqués, on peut espérer avoir des cours dessus. Il faut que ce soit un spécialiste de philosophie médiévale, ce qui est extrêmement rare, hein. Moi j'en connais un, mais il est déjà assez âgé. mais pour les philosophes asiatiques, là je crois que c'est encore plus rare. Personnellement, je me suis mis au taoïsme un peu sur le tard car j'avais un élève qui ne jurait que par ça, ou presque, et qui m'avait donné envie de me pencher un peu plus dessus, mais sinon, je ne sais pas si de moi-même je m'y serais mis. Il y a une part d'arbitraire au niveau académique qui structure le champ des compétences des professeurs de philosophie à leur insu, et qui explique ce que vous pouvez constater, mais cette part d'arbitraire se comprend un minimum, puisqu'on est dans un pays européen et qu'on va donc surtout parler des penseurs européens par conséquent. Maintenant, bien sûr, ça serait dommage de ne pas se pencher sur ce que l'Orient a pu produire au niveau philosophique. On est bien d'accord. D'ailleurs, pour moi, les meilleurs, c'est justement ceux qui ont réussi à faire une synthèse entre l'Occident et l'Orient dans leur pensée. Mais ça sera nécessairement au niveau chronologique davantage secondaire pour nous. Ça arrivera sur le tard, hein, comme je l'ai dit. Voire, ça sera jamais d'actualité pour certains profs qui resteraient même hermétiques à ce genre de pensée, qui s'éloignent parfois un peu beaucoup de la rationalité froide et conceptualisante qui caractérise souvent les penseurs européens. C'est-à-dire que souvent, les orientaux vont considérer que la philosophie européenne est une espèce de bavardage, alors que souvent, ils pensent qu'on passe à côté de l'essentiel et les occidentaux vont dire mais en fait qu'est-ce que c'est que ces pseudo-penseurs qui manquent de rigueur, qui utilisent quasiment aucun concept. Bon, enfin, donc vous voyez, c'est vraiment... Il y a aussi cette espèce de clivage entre les deux, on va dire, genres de philosophie, qui est assez intéressant d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment deux manières de faire de la philosophie, hein, qui sont assez différentes, même si je pense avoir montré quand même avec mon enregistrement sur Lao Tse que il y avait des affinités évidentes avec le stoïcisme, avec des choses qui sont le propre de notre culture. Il faut savoir d'ailleurs que les penseurs asiatiques ont pour la plupart été rajoutés au programme de terminale, mais peu de profs peuvent faire réellement cours dessus pour les raisons que j'ai indiquées. Pour ma part, j'ai prévu de les traiter un peu sur ma chaîne à l'avenir. Ensuite, une longue suite de demandes de mon cher et fidèle abonné Laszlo Smerlak. Bonjour, félicitations. J'aimerais une vidéo sur l'heuristicité de la catégorie du théologico-politique et les liens entre béance du réel, Shuntaya, théorème d'incomplétude, paradoxe du langage, paradoxe relativiste avec l'espace, le temps, la lumière, Thomas Zane, conditions humaines, mythe de Sisyphe, absurde religion, angoisse, mélancolie, besoin de se relier et de spiritualité, religion, et les liens entre le spectre anthropologique du religieux qui comprend les sectes, la magie, la sorcellerie, etc., et l'instance politique qui fait exister le social. On peut élaborer des parallèles entre la sacralisation du chef dans les califats, le césaropapisme, les empires comme l'Égypte antique ou les monarchies absolues, et celui du prophète ou du gourou de sectes qui guident, notamment à partir des sagas de SF Dune ou encore Star Wars, avec la force qui fait écho au Tao, en tant qu'esprit reliant les entités du monde pour faire du 1. Une vidéo sur le concept de rupture théologique chez Walter Benjamin, sur le concept d'histoire, ainsi que d'aura de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, le numineux chez Rudolf Otto, le sacré, ou de hiérophanie chez Mircea Eliade,
le sacré et le profane pourrait être intéressant dans cette perspective. Voilà. Alors, je vais être transparent avec toi et te dire ce que je compte faire, ce que j'ai déjà fait et ce que je ne peux pas faire. Shuntaya, je ne connais pas encore vraiment, donc non. Théorème d'incomplétude, pourquoi pas, mais c'est très compliqué. J'ai déjà un peu travaillé dessus, il faut que je travaille encore dessus. Paradoxe du langage, j'en ai déjà abordé quelques-uns, il me semble. Paradoxe relativiste sur l'espace, le temps, la lumière, oui, un jour. Si j'ai assez de matière, je ferai d'ailleurs la relativité d'Einstein, mais sans toutes les formules chiantes que je ne comprends pas, seulement les concepts exploitables que j'explique parfois de façon rapide à mes élèves. Thomas Zane à tes souhaits. Conditions humaines avec le mythe de Sisyphe, c'est déjà fait. L'angoisse et la mélancolie, déjà fait avec Heidegger et Jean Kelevitch notamment, mais ça me passionne, donc il y en aura d'autres, hein, rassure-toi. Tout ce qui a trait à la religion, tu constateras que ma chaîne n'en est pas avare, et c'est en cours, cher Laszlo. Pour le reste, je n'ai aucune compétence ou connaissance qui me permet de dire quoi que ce soit de pertinent dessus, donc ce n'est pas prévu. Par contre, je t'avoue que j'hésite légèrement depuis un certain temps à commencer une nouvelle émission sur ma chaîne qui apporterait un peu de nouveauté et qui serait une sorte de cinéphilo où je tenterai d'extraire la matière philosophique de certaines œuvres cinématographiques ou populaires. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Évidemment, je ne me renierai pas et ça ne sera pas du simple putaclic, rassurez-vous, ni de la pop philo à 2 balles, ça enverra toujours du lourd. Ensuite, rafale de questions suivantes de Sacha Msky, M-S-K-Y. En fait, ce sont des questions tellement différentes les unes des autres que je vais y répondre une par une. Que penses-tu de la communauté philo sur YouTube ? J'en pense que du bien, je trouve qu'elle est constituée de gens intelligents dont la culture, comme vous venez de le constater avec la Zoos Merlac, et la curiosité philosophique sont vraiment impressionnantes, ce qui fait vraiment chaud au cœur. Je suis toujours réellement touché par les messages de soutien que je reçois et qui me complimentent pour la qualité de mon travail. C'est en grande partie grâce à ma communauté que je suis parvenu à consolider sur ces 3 dernières années que je continue à faire autant d'efforts sur YouTube. Si c'était juste pour m'écouter parler, bon bah il est évident que je me serais peut-être un peu arrêté depuis le temps. Mon narcissisme a ses limites. Comment te vois-tu sur YouTube dans un an ? Exactement pareil, mais avec encore plus d'enregistrements et une histoire de la philosophie encore plus exhaustive qu'elle ne l'est déjà sur ma chaîne. Peut-être que j'aurais créé une nouvelle émission, mais ce n'est pas encore sûr. Celle dont j'ai parlé d'ailleurs. Que penses-tu de ChatGPT ? Alors au début j'en pensais du mal, car je me méfie comme de la peste des innovations technologiques et des méfaits qu'elles peuvent engendrer, mais finalement j'en suis venu à le trouver potentiellement utile si et seulement si on l'utilise comme un moteur de recherche accélérée. Par contre, ChatGPT n'est pas très doué pour donner la référence exacte de certains textes au sein même des ouvrages, et on ne peut pas à ce jour lui faire confiance à 100%, en tout cas dans sa version gratuite, mais en termes d'efficacité, il ne cesse de s'améliorer. J'avoue l'avoir déjà un peu utilisé, mais je ne le regrette pas car on peut mieux reconnaître le style ChatGPT et détecter des fraudes potentielles par la suite. Maintenant, par contre, au niveau éthique, c'est une catastrophe qui risque de détruire pas mal d'emplois. Et le fait qu'il puisse configurer correctement dans sa version la plus performante et payante, imiter des dissertations pour peu qu'on sache l'utiliser correctement, hein, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, comme l'a mis d'ailleurs en évidence Monsieur Phi, auquel je passe le bonjour. Je trouve ça extrêmement dangereux et je pense qu'il n'aurait jamais fallu le développer autant et s'en extasier. C'est surtout le fait qu'on s'en extasie pour moi le problème. D'autant plus que n'en déplaise à certains transhumanistes, ChatGPT, tout performant qu'il soit, ne sera jamais comparable à une intelligence humaine, à part peut-être par analogie, mais notre cerveau et nos émotions ne se confondent pas avec du strict mécanisme d'IA. Je m'oppose farouchement à cette idée. Mécanisme d'IA lui-même engendré de manière savante par l'homme, bien sûr. Je tiens à le rappeler parce qu'il y a des excités qui louent déjà ChatGPT comme une espèce de nouvelle divinité et qui vous rentrent dans l'art si vous avez le malheur de rappeler quelques évidences.
Moi, je ne vais pas faire le malin comme Enthoven et oser me prononcer de façon cavalière sur les limites techniques de ChatGPT. Je ne sais pas jusqu'où il pourra aller, mais ce dont je suis sûr, c'est que les bonnes questions à se poser sont d'ordre éthique et non pas technique. Et malheureusement, personne à ma connaissance, à part Eric Sadin ou Aurélien Barraud, ne le fait dans le paysage médiatique. Ensuite, quel était ton objectif quand tu as commencé YouTube ? Survivre. Je ne vais pas revenir ici dessus dans le détail car j'en parle déjà dans ma précédente FAQ, mais Philoman m'a sauvé d'une certaine manière car j'étais au fond du trou à l'époque où j'ai créé cette chaîne. Je passais encore le CAPES de philo d'ailleurs et je l'ai réussi haut la main à la même époque après quelques mois d'activité sur YouTube, sans même m'être entraîné à l'écrit, ce qui prouve d'ailleurs que j'avais déjà le niveau depuis un bon moment. Le but avec Philoman était d'aider les gens en créant la chaîne la plus exhaustive possible en philosophie, mais aussi m'aider moi-même à remonter la pente en créant quelque chose dont je sois fier et qui me serve de motivation le matin alors que j'étais en dépression. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça m'a sauvé et que j'ai réussi au-delà de mes espérances. Ensuite, la philo est-elle ta plus grande passion ? Alors, j'hésite presque à répondre oui, car j'ai une discothèque énorme qui doit comprendre plus de 600 ou 700 CD à l'heure actuelle, sans compter les vinyles. J'ai arrêté de compter dans ces eaux-là en tout cas. Et autant je me vois survivre sans faire de philo pendant une ou plusieurs semaines, autant sans pouvoir écouter de musique, je pense que j'aurais vraiment du mal. Disons que la philosophie exige des efforts que la musique n'exige pas, puisqu'elle m'apaise, m'inspire et me porte au quotidien. Donc je ne sais pas trop si ce n'est pas purement et simplement la musique qui me passionne le plus. Je dirais peut-être la philosophie, mais de justesse, parce que c'est elle qui me nourrit et me donne une raison de me lever le matin. Ensuite, quel est ton style vestimentaire ? Plutôt classique, t-shirt et jean en été, une petite chemise quand c'est possible. J'aime bien les polos aussi, enfin le reste de l'année quand il fait un peu plus froid, j'ai un faible pour les vestes en cuir noir, mais pas avec un aigle sur le dos pour ceux qui ont la référence. Et je porte généralement un pull ou un sweat. Je porte assez peu de vêtements colorés, je suis plutôt couleur sombre. Si je porte des fringues un peu plus vives, c'est soit que je n'ai rien trouvé d'autre à me mettre, soit que je suis de mauvais poil. J'ai un faible pour les t-shirts avec des références aux groupes de musique dont je suis fan, ou même des private jokes de philosophes. Par exemple, j'en ai un que ma compagne m'a offert à Noël et qui est très drôle, c'est un portrait de Hegel. Et il y a marqué juste en dessous Nobody understand me, personne ne me comprend. Voilà le genre de truc un peu plus exotique qu'il m'arrive de porter. Quelles sont les choses qui te rendent le plus heureux ? Ma famille et mes quelques vrais amis. Je sais que ce n'est pas très original, mais passer du temps avec eux contribue fortement à mon bonheur. Sinon, de manière plus profonde, ce qui me rend heureux, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, à savoir enregistrer une nouvelle vidéo pour ma chaîne, et évidemment découvrir de nouvelles œuvres philosophiques ou artistiques. Je pourrais rajouter aussi enseigner à mes élèves adorables et réceptifs, ce qui peut parfois arriver quand ils sont adorables et réceptifs, et quand ça a lieu, c'est un plaisir sans nom, donc ces élèves-là contribuent en partie aussi à mon bonheur. Ensuite, comment vois-tu le monde dans 50 ans ? C'est difficile comme question, je ne suis pas voyant, mais si j'essaie quand même d'apporter une vraie réponse, si je me fie à mon intuition, je vois un monde plus techno-scientiste que jamais, plus abîmé encore qu'à l'heure actuelle par des ravages qui auront eu lieu entre-temps, mais qui se dirigera vers une certaine forme de stabilité malgré tout, avant que peut-être les choses se terminent pour de bon, ou qu'une nouvelle ère commence. Voilà, avec de telles approximations, je ne pense pas prendre trop de risques et je ne crois pas qu'un petit malin viendra dans 50 ans déterrer cet enregistrement pour me dire que je me suis trompé. Et d'ailleurs, je serai tellement vieux que je sais même pas si j'aurai encore la force de répondre. je pense qu'on m'aura pratiquement oublié d'ici là d'ailleurs, sûrement avant même. Ensuite, que conseilles-tu de regarder sur YouTube pour des niveaux avancés en philo ?
Alors, c'est une bonne question, mais malheureusement, je connais très mal le YouTube philo-français. Et il y a toujours les vidéos du précepteur que tout le monde connaît, bien sûr. Vu son extrême impopularité, je me dis qu'il aurait bien besoin que je lui fasse un peu de pub. Mais c'est vrai que le précepteur, bon, c'est plus idéal pour l'initiation, pour des niveaux qui sont parfois intermédiaires. Sinon, blague à part en ce qui concerne son extrême impopularité, hein, je trouve que certaines vidéos de Monsieur Phi sont parfois très techniques et exigent d'avoir un niveau avancé. Je trouve qu'il fait des trucs très pointus en philo des sciences et en épistémologie. En tout cas, c'est ce que je trouve. Je trouve que dans ces vidéos, il y a des moments où, en plus, il parle très très vite. Hein. Ça doit être à cause de lui qu'il y a des imbéciles parfois qui osent prétendre que je ne parle pas assez rapidement. Alors que non, comme vous pouvez le constater, j'ai un rythme qui est tout à fait modéré et soutenu. Sinon, à part lui, j'ai découvert une chaîne récemment qui s'adresse aux étudiants ayant un niveau avancé, si j'ai bien compris. Elle a beaucoup moins d'abonnés que moi, donc je me dis que ça serait sympa de ma part de lui faire un petit peu de pub. Elle s'appelle RM, cours de philosophie, et c'est une chaîne pilotée par un collègue fraîchement agrégé, si j'ai bien compris, qui me semble très compétent. Donc vous pouvez toujours aller y jeter un œil. J'ai essayé une ou deux vidéos seulement, donc je ne peux pas trop vous en dire grand chose, mais le peu que j'ai écouté, c'est béton et c'est intéressant. Voilà, après, en toute modestie, à part moi, pour les niveaux avancés, ça me paraît dur à trouver, très honnêtement. Ah si, je sais, et il y a une chaîne que je peux vous recommander, c'est celle d'un professeur émérite, un spécialiste de la pensée médiévale, justement, et de la métaphysique, qui est passionnant et qui est une vraie fusée, mais il faut vraiment avoir un niveau très solide pour le suivre. Il s'agit de Hervé Pasqua. Vous pouvez aller y faire un tour si ça vous dit, mais attention, s'il y en a qui trouvent que je ne vulgarise pas assez ou que je suis parfois trop technique, vous risquez d'avoir un choc. De mon point de vue, je suis très clair, mais bon. C'est un grand monsieur que je connais bien en tout cas. Quels sont tes 5 philosophes préférés, contemporains inclus? Là, comme ça, il y a les noms suivants qui me viennent en tête. Schopenhauer sans surprise, Maître Eckhart, Platon, Sioran, et peut-être Vico à égalité avec Berkeley. Mais c'est vraiment très dur de trancher car je tiens compte uniquement du plaisir que j'ai à les lire. Encore que Vico ou Berkeley ne sont pas toujours agréables à lire. Si je laisse de côté la technicité, j'aurais pu rajouter Hume, Spinoza ou Kant, par exemple. J'ai sincèrement hésité aussi à inclure Sade dans mon top 5 parce que si on se réfère uniquement au corpus philosophique, je trouve qu'il fait partie des plus grands penseurs des Lumières, des plus belles plumes aussi. Quand il se met à faire de la philosophie plutôt que de raconter des cochonneries, je trouve qu'il a une plume flamboyante. Et je trouve que son matérialisme a quelque chose de très intéressant et même fécond philosophiquement, mais j'en ai déjà parlé ailleurs. Il y a Pascal aussi que j'ai failli mettre à la 5e place, sans parler d'Héraclite, mais bon, vous voyez comme c'est difficile, hein. Je devais donner que 5 noms et j'en ai donné bien plus. Maintenant, globalement, ma préférence va aux Allemands et aux Grecs de l'Antiquité. Pour moi, c'est les meilleurs, et les contemporains, à quelques exceptions, on ne peut pas dire que je sois fan. Quel est ton film préféré? Question extrêmement difficile à trancher. Là, j'hésite entre 3 ou 4 films différents. Il faut savoir qu'en matière de cinéma, ma préférence va aux grands classiques. J'ai déjà essayé des choses plus expérimentales. Je pourrais même vous donner des noms de trucs que il y a peu de chances que vous ayez vus, mais non, désolé, Kubrick restera toujours au-dessus des autres pour moi. Hein, désolé pour mon classicisme, il paraît que c'est mal vu maintenant. On passe pour un inculte si on dit que son réalisateur préféré c'est Kubrick ou Scorsese, bah allez vous faire voir, hein, désolé, moi c'est mes préférés. Donc j'hésite entre un film d'un réalisateur qui s'appelle Peter Weir, je suis plus sûr de la manière dont ça se prononce. Tout le monde connaît ce fameux film, à savoir The Truman Show avec Jim Carrey. C'est un film qui m'a toujours touché personnellement, qui est très original. Depuis que je suis tout jeune, c'est un film qui me touche beaucoup et la fin m'émeut quasiment aux larmes à chaque fois. Vous savez, quand il s'apprête à passer à travers le décor, hein, au sens propre. Sinon, j'hésite aussi avec Gladiator de Ridley Scott,
qui me file des frissons à chaque fois, Le Parrain de Coppola et Shining de Kubrick. Mais assez curieusement, je pense que mon choix porterait sur un film de Scorsese. Ce n'est pas nécessairement son plus connu, mais il m'a marqué durablement par sa violence, son esthétique et sa richesse thématique. Il s'agirait de Gangs of New York avec un Daniel Day-Lewis époustouflant. Je sais que ce n'est sans doute pas le meilleur film de tous les temps, mais celui-là a un truc en plus. Ses plans sur le New York de l'époque me filent le frisson et me plongent dans une sorte de vertige quasiment métaphysique indescriptible lié au temps qui passe. Donc voilà quel serait a priori mon film préféré ainsi que quelques-uns de ses prétendants au poste. J'adresse une mention spéciale à Orange Mécanique de Kubrick aussi, qui mériterait à lui seul un épisode spécial si je me mets à lancer une émission cinéphilo sur ma chaîne. Ensuite, as-tu déjà pensé à faire des vidéos avec un montage, des animations ? Eh bien, je l'ai déjà fait en réalité. Ma toute première vidéo d'introduction à la philosophie, ainsi que la première vidéo de présentation sans doute maladroite de ma chaîne, possède un montage humoristique. J'avais un peu réitéré le coup aussi sur certains enregistrements de méthodologie. Le souci, c'est que ça prend beaucoup trop de temps, que je n'ai jamais appris à le faire, et que j'avais d'ailleurs recours au service d'un ami pour synchroniser tout ça la dernière fois, et que je me suis rendu compte que la formule que j'adopte et qui rebutera toujours les gens qui veulent voir, qui veulent voir des images, qui veulent avoir la rétine titillée, me permettait d'aller plus vite. De sortir davantage d'enregistrements, donc d'être plus productif et plus efficace aussi, sans pour autant ruiner la qualité concernant le fond philosophique. Donc à partir du moment à partir de ce moment-là et du temps dont je dispose et à partir des faibles moyens techniques qui sont les miens, j'en suis venu à la formule que vous connaissez tous assez rapidement, et il n'est nullement question que ça change pour l'instant. Sinon, je peux sortir une vidéo tous les 6 mois, hein, mais ce n'est pas mon souhait, à moins que ce soit ce que vous vouliez. Surtout si c'est pour caler quelques mèmes internet que tout le monde connaît. Il y en a qui aiment bien faire ça. Ouais, bon. Enfin, dernière question de Ouma Meliani. Êtes-vous d'accord avec Enthoven qui dit qu'il n'y a pas de progrès dans la philosophie ? Un grand merci pour votre travail. Merci à toi, cher Ouma Meliani. La question qui me pose, pour ceux qui n'auraient pas la référence, a un lien avec une confrontation récente effectuée par Monsieur Phi, dans une vidéo où il déglingue Enthoven de façon brutale. C'est tellement violent que j'étais presque gêné par instant pour ma part et que j'avais envie de me cacher les yeux. Tout ça parce que Enthoven a osé critiquer ChatGPT, blague à part, bien sûr. La vidéo en question était intéressante et permettait de mettre en perspective le point de vue de Enthoven, très limité temporellement et biaisé sur les réelles possibilités de ChatGPT, et celui de Monsieur Phi qui, lui, sait de quoi il parle, tout du moins concernant l'aspect technique de ChatGPT. À un moment donné, vers la fin de la vidéo, Monsieur Phi défendait la conception analytique de la philosophie et semblait la mettre au-dessus de notre manière de faire de la philosophie à la française. Et il défend un modèle plutôt anglo-saxon, si j'ai bien compris. Bon, moi, ça m'a pas étonné, ça fait des années que je l'ai cerné. Je n'ai pas d'avis car je ne me suis jamais renseigné en profondeur sur le modèle anglo-saxon, mais je ne suis pas convaincu que la philosophie analytique soit l'aboutissement de l'histoire de la philosophie. Quand Enthoven dit qu'il n'y a pas de progrès en philosophie, je suis un peu d'accord, dans la mesure où si on fait l'effort d'être aussi objectif que possible, il n'y a aucune raison de considérer que Platon ou Aristote sont inférieurs ou moins bons philosophes que Wittgenstein ou Heidegger. À la limite, ça serait même le contraire. Si on fait comme si la philosophie, la science dure, c'est exactement la même chose, alors là, on pourrait dire que en science, on remplace des théories par d'autres théories, alors en philosophie, on devrait considérer que Platon est périmé et que maintenant il faut penser comme Russell ou Wittgenstein. Hein, si on est vraiment dans cette approche-là, oui, dans ce cas-là, le point de vue de Monsieur Phi se tient, mais c'est absolument pas le mien. Et là, je viens de nommer les deux gros poids lourds du XXe siècle avec Wittgenstein et Heidegger, mais il ne me viendrait nullement à l'esprit d'oser considérer que Sartre ou Foucault puissent arriver à la cheville de Platon, par exemple.
Maintenant, oui, ces auteurs-là sont tout de même géniaux, je ne dis pas le contraire, mais il n'y a pas de progrès dans le sens où les présocratiques n'étaient pas, par exemple, des simplés, puis les antiques qui ont suivi un peu moins simplés, jusqu'à arriver à la modernité où là on commencerait enfin à mieux réfléchir. Une telle vision de l'histoire de la philosophie, même si je la caricature volontairement, me paraît très discutable. En tout cas, je m'oppose à l'idée d'un progrès au niveau, comment on pourrait dire ça, qualitatif. Ce qui veut pas dire que Platon avait tout prévu, même si en réalité quand on l'étudie on se rend compte qu'il avait déjà prévu la plupart des objections qu'on lui ferait, pas toutes mais une bonne partie. Par contre là où je suis un peu d'accord avec Monsieur Phi, c'est qu'il y a bien progression en matière de philosophie, au moins jusqu'au 19e siècle. Et quand je dis progression, j'entends ça pas de façon qualitative, mais dans le sens où oui, ça avance, vous voyez. Il y a vraiment une progression avec des thèses qui vont s'inscrire dans le prolongement les unes des autres. Par exemple, si on regarde bien quels sont les plus grands philosophes du 19e siècle, qui demeurent en tout point supérieurs au siècle suivant, pour moi en tout cas, on constate qu'on a Hegel qui s'empare de la dialectique d'origine platonicienne, voire héraclitéenne, et qui en propose une nouvelle grille de lecture du réel, qui a au moins le mérite d'entretenir le dialogue avec les philosophes passés qu'il entendait passer. Moi je trouve que la démarche de Hegel à ce niveau-là en tout cas elle est plutôt intéressante. On a Schopenhauer qui achève l'effort métaphysique originel de Platon tout en proposant une critique ô combien pertinente et intelligente du kantisme, on ne le dira jamais assez, et parvient à créer un système qui n'a toujours pas été dépassé à ce jour. On a Nietzsche qui part dans une direction différente de Schopenhauer avec un certain nombre de bases communes, mais qui lui aussi est dans un dialogue permanent avec la tradition philosophique passée et parvient même courageusement à reconsidérer le regard que l'on portait sur Platon et la figure de Socrate jusque-là. On a Marx également, et là je pense que je n'ai même pas besoin de développer pour dire à quel point c'est révolutionnaire justement. Donc bon, ne serait-ce qu'avec 4 immenses génies de cette trempe, je pense pouvoir dire que la philosophie analytique, ou même l'utilitarisme, à côté ça ne pèse pas bien lourd en termes d'influence jusqu'à aujourd'hui. Idem pour la phénoménologie, car je sais qu'il y a une petite guéguerre entre les deux. Je m'oppose d'ailleurs aussi également aux réactionnaires qui diraient que une fois qu'on a atteint Thomas d'Aquin ou parfois même Aristote, on peut pas aller plus loin. Moi, je trouve ça complètement rétrograde comme façon de voir l'histoire de la philosophie, parce qu'il y en a encore qui pensent ça, hein, je vous assure, ça existe. Non, désolé, jusqu'au 19e siècle, il y a non seulement il y a une progression, mais même certains penseurs, jusqu'au 19e, pèsent aussi lourd philosophiquement que des penseurs antiques hein, et médiévaux. Donc voilà, en tout cas, bon, évidemment, la philosophie analytique ou la philosophie anglo-saxonne, historiquement, c'est important, et ça a contribué à renouveler certaines approches en épistémologie ou en éthique, mais ça n'a pas bouleversé le réel avec autant de profondeur que l'ont fait les auteurs précités. Hein. En fait, je trouve que ce qui manque à la philosophie contemporaine, outre le manque réel d'ambition, quand on creuse un peu, on dirait que c'est très ambitieux, mais finalement, quand on y réfléchit, ça l'est pas tant que ça. D'ailleurs, à côté de ça, il y a le rejet de tout système, alors que c'est les systèmes en philosophie qui ont permis l'élaboration des plus grandes théories historiquement parlant. C'est cette volonté de dialogue avec les grands penseurs passés, Heidegger étant de ce point de vue une exception notable, ce qui explique qu'il sorte autant du lot d'ailleurs. Je rappelle par exemple que Wittgenstein s'est toujours vanté de ne jamais avoir lu Aristote, hein, tout de même, tout génial qu'il soit. Pour ma part, si j'ai écrit un jour un livre de philosophie, ce sera après avoir digéré autant que possible la pensée de tous les grands penseurs passés, ou en tout cas le maximum, car je pense qu'une réflexion aussi construite et pertinente que possible n'a pas lieu en solitaire ou avec un socle minimal de connaissances en philosophie. Je sais que mon avis n'est pas forcément partagé par tous, mais je ne vois pas ce qui peut avoir de clivant ou de subversif si on y réfléchit un peu. Pour résumer, je suis à moitié d'accord avec le camp Monsieur Phi et partiellement avec le camp Enthoven.
D'ailleurs, si quelqu'un peut m'expliquer en quoi le vitalisme n'est plus tenable aujourd'hui et en quoi il a été dépassé, je suis preneur, hein. Je n'ai toujours pas lu ne serait-ce qu'une seule ligne réfutant de manière pertinente Schopenhauer ou même Nietzsche parmi les penseurs du XXe siècle. En termes de pertinence et de profondeur philosophique, il n'y a pas de progrès et ça serait arbitraire de prétendre le contraire. Platon est toujours pertinent par les temps qui courent, c'est incontestable. Par contre, oui, il y a une progression, ou au moins jusqu'au 19e siècle, dans le sens où les grands penseurs ont toujours pris soin de bâtir leur théorie, par opposition ou par affinité, avec les grandes philosophies passées. La philosophie est un dialogue immense de la pensée humaine avec elle-même, et cette pensée prend comme moyen d'expression des philosophes à travers les siècles. Bon, voilà quelle est ma thèse. Je pense pas que ce soit une thèse bien dangereuse et extrêmement fantasque. Donc voilà mon avis sur la question du progrès en philosophie. Progrès certainement pas, mais progression sans aucun doute possible. On arrive enfin à la fin de cette très longue FAQ. J'espère que ça vous aura plu et que mes réponses ne vous auront pas trop déçu. On se retrouve dans quelques temps pour un enregistrement sur une auteure qui m'a été réclamée il y a bien longtemps et que je n'ai pas encore traité jusque-là. Ensuite, je ferai peut-être une petite pause moi aussi, étant donné que mon public semble parti en vacances pour une bonne partie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci encore pour votre soutien et votre fidélité. Et je vous dis à une prochaine fois.